Bonjour, on va démarrer aujourd'hui nos derniers cours. On va se consacrer à la partie nutrition et diététique en restauration collective. Et cette année, on va s'intéresser à la personne âgée. L'an passé, on avait travaillé sur le public scolaire. Là, cette année, on va s'intéresser aux personnes âgées. Donc les deux cours à venir vont se diviser de la façon suivante. Premier cours, on va voir le point 1 qui est les généralités et le point 2, le plan alimentaire. Et la fois d'après, donc lundi prochain si je ne me trompe pas, on verra la partie sur les menus, toujours en concernant ce public qui est les personnes âgées avec des caractéristiques bien particulières. Donc au niveau des généralités, on va retrouver une synthèse en fait de ce que vous pouvez retrouver en détail si ça vous intéresse ou si un jour vous êtes en stage, vous avez à travailler sur ce public-là. Toutes les informations qu'il y a dans les généralités sont issues de la partie texte du GEMRCN sur le chapitre personnes âgées. Alors, l'alimentation est au cœur de la stratégie du mieux vieillir, ce qu'on appelle la stratégie du mieux vieillir. Elle est en fait une composante essentielle de l'état de santé, mais elle doit également contribuer à une partie de bien-être et de plaisir du convive. Souvent, ce qu'on entend dans les institutions de personnes âgées, c'est que c'est un peu les derniers plaisirs des personnes, donc il faut absolument pas mettre de côté et écarter cette notion de plaisir et de bien-être, en plus et en parallèle de la partie santé. L'objectif nutritionnel chez les personnes âgées, ça va être principalement la prévention de la dénutrition. Surtout quand on va être en restauration collective, donc en collectivité de personnes âgées, le risque majeur c'est la dénutrition. Donc on va vouloir travailler sur la prévention de cette dénutrition. Pour y parvenir, il va être impératif que les personnes âgées mangent assez en quantité, mais également en qualité, et de façon adaptée à leurs besoins. Il faut savoir que selon la physiologie des personnes âgées, certains besoins sont augmentés par rapport à l'adulte bien portant et d'autres à l'inverse sont diminués, contrairement à certaines idées reçues. Donc une attention particulière doit être apportée sur le plan gustatif et visuel des plats, peu importe la texture. Donc là, à nouveau, ce qui est important, c'est que dans ce public-là, il y a également tout un enjeu sur les textures modifiées, les modifications de texture. Donc il est important que le plan gustatif et visuel soit respecté, que la personne âgée mange un repas en texture classique, normale, ou alors s'il mange un repas en texture modifiée. Donc en texture modifiée, on a par exemple des repas qui peuvent être hachés, des repas qui peuvent être hachés à différents niveaux de finesse. Ensuite, en texture un peu plus fine, on retrouve la texture mixée. Et ensuite, on peut carrément trouver des textures semi-liquides ou liquides. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, ça fera peut-être l'objet d'autres cours, les textures et les modifications de textures. Mais c'est un sujet primordial et très très important dans la nutrition de la personne âgée, que ce soit à domicile ou notamment en restauration collective. Et deuxième point, on doit également avoir une attention particulière sur la mise en valeur par l'ensemble de l'équipe, donc la mise en valeur des repas qui sera faite par l'ensemble des équipes, que ce soit des équipes de restauration dans une restauration collective, ou également des soignants qui doivent aider la restauration à mettre en valeur les repas afin qu'ils soient appétissants et qu'ils soient correctement consommés par les personnes âgées. Et dernier point pour cette diapo, les régimes qui sont hyper restrictifs, alors même plus restrictifs que pauvre en sel, carrément sans sel strict, sans sucre, sans gras, ils doivent rester pour cette population très exceptionnels et en tout cas limités sur une période courte
et également sur prescription médicale. Les régimes autoprescrits n'ont aucun lieu d'être en restauration collective pour personnes âgées. Donc à nouveau, on est sur du maintien de l'état de santé sans avoir des régimes qui sont très restrictifs. Afin d'assurer une qualité nutritionnelle et gustative optimale, il convient de consacrer un budget suffisant à l'achat de denrées alimentaires qui composent les menus. Donc ça c'est un point qui est décrit ici, qui est difficilement mesurable quand on fait nos plans alimentaires et qu'on va commencer à entreapercevoir quand on va faire les menus. Donc quand on est sur une institution de personnes âgées, ce qu'il est recommandé et préconisé, alors c'est pas toujours le cas malheureusement, c'est d'avoir un budget suffisant pour l'achat de denrées alimentaires pour pouvoir proposer des menus qui sont qualitatifs, aussi bien sur les repas proposés, mais déjà au niveau des matières premières choisies. Deuxième point qui est préconisé, c'est que la formation des équipes doit être impérative dans les structures pour que le personnel soit qualifié. Donc ça, on le retrouve, c'est des recommandations GMRCN qu'on retrouve vis-à-vis de tous les publics. Mais dans les structures pour personnes âgées, c'est d'autant plus important puisque l'enjeu de maintien de la nutrition et de prévention de la dénutrition est capital et peut même être vital pour les patients. Dans ces institutions en restauration collective personnes âgées, les compétences du diététicien elles vont être primordiales pour permettre de valider la densité nutritionnelle des repas, mais également pour garantir une bonne coordination dans l'ensemble des prestations, dans la conception des repas jusqu'à la prise alimentaire, et également dans la surveillance des régimes alimentaires pour éviter des risques de carence qui peuvent être associés à certains régimes, notamment ceux qu'on a décrits précédemment qui doivent être à proscrire, des régimes qui seraient restrictifs, qui seraient quand même prescrits de cette façon-là. Plusieurs types de personnes âgées vieillissantes. Alors on peut avoir en catégorie de personnes âgées vieillissantes des personnes qui sont autonomes, qui vivent en établissement ou à domicile. On peut trouver également des personnes âgées qui présentent des fragilités, des situations de handicap, qui vont vivre à domicile ou en établissement, donc des personnes moins autonomes. Et on peut également trouver un troisième type de personnes âgées, des personnes qui sont à domicile, en institution ou hospitalisées et qui, elles, sont en perte totale d'autonomie, qui demandent un accompagnement continu dans tous les actes de la vie quotidienne, notamment lors des repas. Quand on va travailler en restauration collective pour du public de personnes âgées, on va essentiellement s'adresser aux deux dernières catégories, donc les personnes peu autonomes et les personnes pas du tout autonomes, les personnes âgées dépendantes. Pour l'ensemble de ces personnes âgées, les recommandations du GMRCN vont viser à prévenir des difficultés, donc notamment des déséquilibres nutritionnels, de la sarcopénie, qui est le terme scientifique pour la fonte des muscles, de l'ostéoporose, de la malnutrition protéino-énergétique et carrément de la dénutrition. Et les recommandations GMRCN doivent également favoriser, tous ces problèmes sont favorisés par les changements liés à l'âge, notamment les pertes d'appétit. Donc les pertes d'appétit chez la personne âgée, elles sont essentiellement dues à une perte de l'odorat, ou en tout cas une baisse de l'odorat, et également une baisse de la perception des goûts, donc ce qui entraîne généralement une perte d'appétit. Le vieillissement provoque également une perte de la régulation d'appétit. On a en parallèle des phénomènes de modification métabolique
qui vont accroître certains besoins nutritionnels. On a chez les personnes âgées également une diminution de la sensation de soif, une dégradation de l'état bucco-dentaire, donc avec des dentitions qui deviennent de plus en plus difficiles et carencées, avec également, en plus des dents qui sont de l'état dentaire qui est délétère, une diminution de la force de mastication. On a également, on peut retrouver des troubles de la déglutition et une altération des capacités physiques, psychiques et mentales, une diminution de la dextérité et de l'appréhension des couverts notamment, et une plus grande fatigabilité. Donc tous ces éléments-là peuvent entraîner les principaux déséquilibres et les principales pathologies qu'on retrouve chez la personne âgée, et qui sont à prendre en compte également lors de l'élaboration des menus en restauration collective. Donc dans la pratique, les modalités de prise en charge des personnes âgées doivent tenir compte premièrement du degré de dépendance de la personne autour de l'alimentation, en veillant toujours à préserver au maximum l'autonomie de la personne âgée. Et deuxième point à prendre en compte lors de la prise en charge de ces personnes-là, c'est le type de distribution des repas selon le lieu de vie et le contexte. Donc notamment par exemple les repas à domicile, quand il s'agit de portage de repas à domicile, des accueils de jour ou des foyers de logement où les personnes peuvent venir uniquement prendre le repas du midi, puis ensuite vaquer à leurs occupations. Ou, dernier cas de figure, des personnes âgées qui prennent leur repas en institution ou en structure de soins, donc EHPAD, EHPAD, hôpitaux, que ce soit en séjour de longue durée ou en hospitalisation temporaire. Donc EHPAD, c'est de l'hébergement de personnes âgées, et EHPAD, c'est de l'hébergement de personnes âgées dépendantes. C'est la grosse différence entre les deux. Donc en EHPAD, les personnes sont encore autonomes, qu'en EHPAD, c'est des gens qui sont en situation de dépendance. Donc dernière diapo concernant les objectifs nutritionnels à atteindre, donc des objectifs généraux qui sont définis dans le GMRCN et qui justifient ensuite les fréquences qu'on va voir par la suite, les fréquences d'apparition des plats. Donc pour les personnes âgées, il est recommandé dans les grandes lignes d'augmenter les apports en calcium afin de compenser et de ralentir la fragilisation osseuse et la fragilité osseuse. Donc pour cela, on va chercher à privilégier des produits laitiers qui sont riches en calcium, notamment les fromages et les fromages de plus de 150 mg de calcium par portion. Mais également les yaourts, les fromages blancs, le lait, etc. Et également les plats de type gratin où on trouve également des laitages et du calcium apporté en plus. On va également, dans les objectifs nutritionnels des personnes âgées, vouloir maintenir l'apport en vitamines et en fibres. Et donc pour ce faire, on va vouloir augmenter la consommation en fruits et légumes crus. Et on va également chercher à assurer des apports hydriques qui soient suffisants, avec 1 à 1,5 litres de boisson par jour, et qui soient également réguliers tout au long de la journée pour prévenir les problèmes de déshydratation. Donc un point important dans la conception de plans alimentaires dédiés à un public de personnes âgées, c'est, pour assurer l'hydratation, c'est les potages et les soupes. Donc ça c'est un point important, d'autant plus que c'est des plats qui sont appréciés de ce public-là et très bien consommés. Donc ça va être un élément à faire apparaître impérativement dans les plans alimentaires de façon régulière, voire quotidienne, et ensuite à faire apparaître du coup dans les menus.
Pour lutter contre la dénutrition, il va y avoir deux priorités à mettre en œuvre. Donc garantir des apports suffisants en énergie et en protéines et améliorer les qualités des apports en protéines en privilégiant des protéines d'origine animale. Donc ça, c'est les recommandations du GMRCN qui viennent justifier les fréquences d'apparition auxquelles vont devoir se soumettre les plans alimentaires que nous allons faire. Donc quelques petits mots sur la répartition des prises alimentaires. Donc une journée alimentaire typique pour notamment les personnes âgées doit se découper en 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, auquel, selon l'état nutritionnel des personnes âgées, on peut ajouter une collation, donc collation c'est plutôt le matin, et également un goûter, donc plutôt l'après-midi. Donc 3 prises alimentaires, et on peut passer de 3 à 4, voire 5, selon l'état des nutritions de la personne qui est concernée. Les petits déjeuners doivent correspondre à une part importante de la ration calorique, avec au moins un quart de cette ration quotidienne. Il est généralement très bien consommé par les personnes âgées, c'est pour ça qu'on va essayer de booster l'apport au niveau du petit déjeuner, puisque c'est une type de population qui consomme facilement ce repas-là. Contrairement par exemple au repas du soir, où là par contre les personnes âgées ont plus de mal, du fait de leur perte d'appétit, à consommer un repas complet le soir. Donc la structure des repas est un petit peu modifiée du fait de la catégorie de public. On va chercher à avoir un plus gros petit déjeuner pour compenser un petit peu le repas du soir qui est souvent plus frugal. Donc le petit déjeuner comporte principalement un apport en boisson de volume suffisante, donc toujours pareil dans le but d'assurer une hydratation minimale, un aliment céréalier, un produit laitier pour l'apport en calcium, et également un jus de fruits ou de préférence un fruit cru pour maintenir l'apport en vitamines et en fibres. Pour les personnes à risque de dénutrition ou dénutrie, on peut également procéder à un enrichissement en protéines et en énergie dans ce repas-là, dans le petit déjeuner. Et du coup, on peut rajouter une portion, une ration protéique, donc par exemple du jambon et des œufs, à ce repas qui est le petit déjeuner. Ensuite, les déjeuners et dîners vont être composés de 5 éléments qui sont globalement répartis comme le tableau ci-dessous. Donc entrée, plat, garniture, produits laitiers ou fromage et dessert, avec également du pain et des boissons. Et 2 exemples, donc soit on retrouve ces 5 éléments, ou alors l'exemple 2, qui est plutôt conseillé pour des structures de repas du soir, comme je vous ai dit, dû à la perte d'appétit et à la plus faible consommation des repas des patients. Souvent le soir, on va pouvoir opter pour l'exemple 2, qui est une entrée avec un plat souvent qui est composé, ou un plat complet, donc où il y a plat protéique et garniture dans le même plat. Et ensuite un produit laitier ou fromage et un dessert. Donc l'avantage du plat composé ou du plat garni ou plat complet, c'est que au niveau volume, on va avoir une densité énergétique qui est supérieure, puisque pour un plus faible volume, on va pouvoir apporter tout autant de calories. Donc ça c'est important, et en fait c'est à mettre en parallèle avec le mode de consommation des personnes âgées et leur perte d'appétit pour le repas du soir. Donc évidemment, si on veut travailler sur de la variété, l'exemple 2, on n'est pas obligé d'avoir un mode qui est systématique avec que des compositions similaires à l'exemple 2. Tous les soirs, on peut mixer avec la répartition de l'exemple 1 et mettre des plats composés, par exemple un soir sur 2 ou ainsi de suite. Donc on n'est pas obligé d'avoir que des exemples 2 le soir.
Un petit mot sur les goûters. Donc les goûters de l'après-midi peuvent être une nécessité nutritionnelle pour les personnes âgées qui sont plus fragiles. Cette collation va également permettre un apport hydrique supplémentaire, mais donc à cet apport hydrique, il va aussi y avoir forcément un apport énergétique, calcique et vitaminique supplémentaire en fonction des produits qu'on propose au goûter, et qui va être utile pour les consommateurs qui sont les plus faibles et les plus fragiles. Donc typiquement un goûter composé d'une boisson, d'un produit laitier, et éventuellement, selon l'appétit des personnes âgées, d'un élément céréalier en plus, et ou d'une préparation à base de fruits en plus, ou en complément. Donc là, il n'y a pas forcément de règles, mais ça va dépendre de l'appétit et de la possibilité de consommation de la personne concernée. Le goûter, c'est également un moment de convivialité, comme les autres repas, et de plaisir, et il doit également être varié pour être correctement consommé. Donc la notion de convivialité et de plaisir, c'est un fil rouge pour tous les consommateurs, mais surtout pour les personnes âgées. Au niveau des horaires des repas, ce qui est préconisé, donc dans le cadre de la dénutrition, de la prévention de la dénutrition, le jeûne nocturne pour la personne âgée ne doit pas dépasser 12 heures. Donc le délai entre le repas du soir et la consommation du petit déjeuner ne devrait pas dépasser 12 heures, d'autant plus que les dîners sont souvent insuffisamment consommés par certaines personnes âgées. Donc il est alors possible, dans le cas où on a des durées de jeûne nocturne qui sont supérieures à 12 heures, d'introduire une collation nocturne qui sera composée de laitage, compote ou biscuit, qui va permettre de rompre ce jeûne nocturne et de limiter le jeûne entre le repas du soir et le petit déjeuner le lendemain matin. La digestion de la personne âgée est ralentie en fait, ça c'est un point important. Et du coup, afin que les personnes puissent retrouver l'appétit entre deux repas, il faut bien veiller qu'entre chaque prise alimentaire, on ait au moins 3 heures de temps pour que la personne ait eu le temps de finir de digérer correctement et retrouve l'appétit pour un nouveau repas. Du coup, ces règles imposent un rythme alimentaire qui doit être respecté pour les personnes âgées, encore plus que pour les autres publics, afin que la personne ait assez faim pour manger suffisamment les repas et avoir un apport calorique suffisant. Donc la fin du petit déjeuner doit être espacée d'au moins 3 heures du début du déjeuner, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, pour ne pas réduire l'appétit du déjeuner, lors du déjeuner. Le goûter doit être proposé au moins 2h30 à 3 heures avant le dîner, pareil pour ne pas que les personnes âgées se retrouvent au dîner en n'ayant plus faim. Et le dîner doit être servi, ne doit pas être servi avant 18h30, voire 19h. Donc tout ça, c'est des préconisations. Souvent, dans la réalité du terrain, c'est plus compliqué, puisque à ces préconisations purement nutritionnelles, il s'ajoute des problèmes et des problématiques de planning, d'horaire des soignants. Souvent, ils n'ont pas que la nutrition à assurer, ils doivent également faire des soins. Donc, très souvent, les horaires de repas sont chamboulés par tout ce qui vient à côté dans la vie d'une institution, et c'est pas forcément toujours évident de respecter ces recommandations-là. Et enfin, pour finir, la temps du repas doit être également suffisamment long pour laisser le temps de manger aux résidents à leur rythme et à nouveau de maximiser maximiser la prise alimentaire, que les gens aient le temps de manger au maximum ce qui leur est proposé pour avoir le maximum de calories apportées. On arrive petit à petit aux fréquences d'apparition des plats et du coup on va pouvoir faire le lien facilement avec le plan alimentaire. Donc les fréquences présentées par la suite et les fréquences qui sont présentées dans le GMRCN s'appliquent du coup aux personnes âgées qui sont en institution ou en structure de soins
ou encore en cas de portage à domicile de repas. Donc en fait, toute la restauration collective des personnes âgées qui se fait en institution, en structure de soins ou même en portage à domicile. Lorsqu'il y a deux repas principaux qui sont servis dans la structure, les fréquences vont être alors calculées sur 28 déjeuners consécutifs et 28 dîners consécutifs, soit 4 semaines de 7 jours. Donc là, c'est un peu particulier par rapport au scolaire qu'on avait fait l'an passé. On n'est plus sur 20 repas consécutifs, on est sur 28 euh, déjeuners et 28 dîners. Donc 4 semaines entières avec midi et soir. Ça, c'est le cas quand on sert aux convives 2 repas par jour. Quand on est une structure d'accueil de jour, par exemple, où un seul repas est servi par jour, dans ce cas-là, les fréquences seront calculées selon 3 cas de figure. Si on fait des repas à destination des personnes âgées en collectivité sur des semaines de 5 jours, donc là on va calculer classiquement les fréquences d'apparition comme pour du scolaire sur 20 repas consécutifs, donc 4 semaines de 5 jours, 4 fois 5, 20. Si on est dans une institution où les repas de collectivité sont fournis sur des semaines de 6 jours, donc du lundi au samedi par exemple, là on va calculer nos fréquences sur 24 déjeuners consécutifs. Et pour finir, dans le cadre où on est dans une institution, dans une collectivité où on propose des repas 7 jours sur 7 uniquement le midi, là on va calculer toutes nos fréquences sur 28 déjeuners consécutifs. Et donc vous verrez, le tableau des fréquences du GMRCN précise à chaque fois les 3 options, voire même les 4, dans le cas où il y a un dîner qui est inclus dans la collectivité. Et dernier point, les établissements qui procéderaient, qui auraient l'option de faire des choix multiples aux convives, dans ce cas-là, ils doivent également respecter les fréquences recommandées, mais en parallèle, ils doivent communiquer ce qu'on appelle un menu conseil, donc le menu équilibré respectant le GMRCN. Donc on peut proposer des choix de catégories de plats différentes, mais dans tous les cas, on doit proposer ce qu'on appelle le menu conseil qui correspond à la trame la plus équilibrée de notre menu. Donc deuxième partie, une fois qu'on a vu un peu les généralités, on va travailler un plan alimentaire de 5 composants pour les personnes âgées. Donc petit rappel sur ce qu'est un plan alimentaire et quels sont ses intérêts. Alors le plan alimentaire, c'est un outil qui permet au mieux de concrétiser et de simplifier l'application du GEMRCN et d'assurer la qualité et l'équilibre des repas servis. Il est rédigé à coup sûr par un ou une diététicienne, toujours en collaboration avec les équipes de restauration, afin que le plan alimentaire soit le plus adapté au fonctionnement de l'établissement et aux spécificités de la population, de la collectivité, notamment ici pour les personnes âgées. Il correspond à une structuration des repas et non à l'énumération précise des menus. Donc ça, c'est un point qui est important à comprendre. Mais sur les travaux que vous aviez fait l'année dernière, c'était plutôt bien compris. Le plan alimentaire, c'est bien différent des menus. C'est une trame qui va nous permettre par la suite de faire nos menus. Donc on est sur des appellations très génériques au niveau du plan alimentaire. Il se présente sous la forme d'un tableau hebdomadaire dans lequel figurent les différentes familles d'aliments, elles-mêmes divisées en sous-catégories de familles, qui sont synthétisées dans le fameux tableau des fréquences présenté dans le GMRCN. Les principaux intérêts, c'est le gain de temps lors de l'élaboration des menus, et surtout des menus qui vont être directement équilibrés et conformes aux fréquences du GMRCN. Et donc, in fine, la totale conformité avec les règles nutritionnelles en vigueur dans l'institution. Donc pour bien fixer les choses, la différence entre un plan alimentaire à gauche avec l'entrée, plat, garniture,
fromage laitage ou dessert, donc c'est bien des appellations qui sont génériques et qui correspondent si possible alors à des familles de plats, voire à des familles plus précises qu'on retrouve directement dans les appellations de la grille de fréquence du GMRCN. Donc le plan alimentaire, c'est les exemples sur la droite, donc crudité, abat de boucherie, féculents, fromage supérieur à 150 mg de calcium et dessert de fruits cuits dans l'exemple de plan alimentaire. Et quand on va traduire ce plan alimentaire en menu, ben, c'est à ce moment-là qu'on va convertir l'appellation générique du plan alimentaire en recette. Donc la crudité devient une carotte râpée vinaigrette, l'abat de boucherie devient un foie de veau aux oignons, le féculent devient une purée de pommes de terre, le fromage supérieur à 150 mg de calcium devient du comté, et le dessert de fruits cuits devient une compote pomme ananas. Donc voilà pour bien fixer et que vous voyez bien la différence entre un plan alimentaire et un menu. Donc l'exercice qui va commencer maintenant et qui va vous occuper jusqu'à la fin du cours va être de constituer un plan alimentaire à 5 composants pour un EHPAD. Donc dans un EHPAD, les résidents sont présents 7 jours sur 7 et mangent midi et soir. Donc là, ce que j'attends de vous, c'est de faire un plan alimentaire de 4 semaines, puisqu'on l'a vu précédemment. Donc 4 semaines, midi et soir. Donc l'analyse avec 28 repas consécutifs, déjeuner et dîner. Donc pour cela, vous avez ici le tableau des fréquences recommandées et vous allez vous intéresser du coup aux 2 dernières colonnes, donc base 28 déjeuner, base 28 dîner. Et donc à chaque fois, vous allez avoir pour les catégories de plats, quand vous le mettez au déjeuner, combien vous en avez maximum ou minimum à proposer. Et quand c'est au dîner, à nouveau, combien de maximum, combien de minimum. Je vous propose la même méthode que l'année dernière, en plusieurs étapes, pour arriver au bout de ce plan alimentaire. Donc la première étape va consister à placer les catégories des plats protidiques, en commençant par ceux qui ont une fréquence minimale sur les déjeuners, puis sur les dîners. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez compléter avec ceux qui sont soit en maximum ou alors ceux qui sont en fréquence libre. Donc pour rappel, toutes les familles de plats qui ne sont pas mentionnées dans la liste ici, au niveau des plats protidiques, ça va être des plats qui sont en fréquence d'apparition libre. Donc sur de la viande par exemple, viande non hachée de bœuf, de veau, d'agneau et abat de boucherie, ça sous-entend que les viandes non hachées de porc, comme elles ne sont pas indiquées dans cette catégorie, elles sont en fréquence libre par la suite. Et donc, pareil, pour reprendre cet exemple des viandes non hachées de bœuf, veau, agneau, on a un minimum de ces viandes-là à présenter sur les repas du midi, donc 8 fois sur les 28 repas de midi. Par contre, sur le soir, on est en fréquence libre, donc on peut en mettre soit 10 ou 15 comme on veut, ou alors on pourrait très bien en mettre 0, ça ne serait pas un problème puisqu'on est sur du placement libre. Donc faites bien attention, entre les déjeuners et les dîners, les chiffres ne sont pas les mêmes. Ensuite, le dernier conseil, c'est de placer les plats frits et pré-frits en dernier. Ça permettra de mieux les répartir sur les 4 semaines, puisqu'on n'a pas droit à énormément de choses. Et il faut également penser que les produits frits ou pré-frits, les quantités qui sont ici, 6 sur 28, c'est divisé entre les plats protidiques frits et les garnitures frites également. Donc c'est 6. Si vous mettez 3 fois des féculents frits, vous n'aurez plus que 3 le midi là, en déjeuner. Si vous mettez 3 fois sur 28 des garnitures frites, vous ne pourrez plus mettre que des plats protidiques frits 3 autres fois, pour arriver aux 6 maximum.
Donc je vous laisse commencer ce plan alimentaire. Pour vous aider, vous avez un tableau sous forme Excel qui est présent dans la description, en lien de la description. Vous pouvez le télécharger, travailler directement dessus et donc commencer à faire vos 28 repas, 28 déjeuners et 28 dîners, 4 semaines de menus et de plans alimentaires. Je poursuis afin de voir toutes les étapes et ensuite je clôturerai le cours et je vous laisserai travailler en autonomie. Sachant que le cours est également présent en description, vous pourrez vous le télécharger pour suivre tout ça et faire vos exercices tout seul de votre côté. Donc l'étape 2, une fois qu'on a placé les plats protidiques, elle va constituer à placer les garnitures en alternant les légumes verts, les féculents et éventuellement les mélanges des deux. Sachant que quand on fait des mélanges de légumes verts et de féculents, le pourcentage de chaque élément va distinguer si l'on le compte en légumes verts ou si on le compte comme un féculent. Donc si on a plus de 50% de légumes verts, à ce moment-là, ça bascule au niveau des fréquences des légumes verts. Si on a plus de 50% de féculents, ça bascule dans la catégorie des féculents ou des légumes secs ou des céréales. Donc là, à nouveau, vous prenez bien pour faire vos fréquences et vos plans alimentaires, ce qu'il y a sur la droite. Donc les fréquences de droite, où on est sur 28 déjeuners, 28 dîners. Donc au déjeuner, on doit avoir 14 et 14, 14 légumes cuits et 14 féculents ou légumes secs ou céréales. Et le soir, c'est au moins 12 de chaque et on complète avec selon ce qu'on veut et selon l'équilibre alimentaire de nos journées également. Une fois que vous avez placé les garnitures, un peu le même principe que pour les plats protidiques, vous pouvez placer les éléments qui sont frits dans la limite, comme on voit ici, dans la limite des 6 le midi et 4 le soir. Donc dernier conseil, pensez à associer la catégorie de plats protidiques contenant moins de 70% de matières premières animales avec plutôt des féculents qui permettent d'obtenir, une fois qu'on fait les menus, des plats de type hachis parmentier, spaghetti bolognaise, etc. Et pensez également à privilégier ce genre de plat également le soir pour correspondre à la structuration des repas que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec des plats plutôt de type complet, plats composés de cette forme, plutôt le soir pour correspondre à l'appétit des personnes âgées. Étape 3, ça va être de placer dans les plans alimentaires les entrées et également les desserts, en commençant toujours pareil par ceux qui ont une fréquence d'apparition minimale et maximale, et en complétant par des entrées de fréquence libre. Donc là à nouveau, prenez bien les deux colonnes de droite, donc déjeuner, dîner. Ce qu'il faut noter ici, de faire attention, c'est que nous, on est sur le deuxième cas, en cas de service de plusieurs repas. Donc c'est bien ces fréquences qu'il faut prendre ici, et non pas celle du dessus, là, les crudités. Il ne faut pas prendre la première ligne qui, elle, sera utilisée si on fait un plan alimentaire pour une institution ou une restauration collective où on fait des repas que le midi, par exemple. Quand on fait plusieurs repas dans la journée dans notre restauration collective, on va bien veiller à prendre le deuxième cas de figure, donc les crudités, avec les fréquences qui sont stipulées ici et qui sont moindres que la colonne supérieure. Donc on voit ici qu'au niveau des crudités, on a moins de contraintes sur les plans alimentaires de personnes âgées midi-soir que déjà sur les personnes âgées que midi, ou alors même sur les scolaires où il y avait beaucoup plus de crudités à placer. Là, on est très inférieur aux autres éléments.
et également une famille qui n'apparaissait pas l'an passé pour les plans alimentaires scolaires. On n'avait pas les légumes cuits qui apparaissaient, ils étaient en placement libre. Et bien là, on a des préconisations, et en tout cas le soir, on a un minimum d'entrée de légumes cuits à placer. Ça correspond à nouveau parfaitement à ce que je vous disais dans la structure des repas et précédemment, que les personnes âgées, c'est une population qui sont friands de potage et de soupe. Bah, du coup, ça tombe bien, on doit mettre des cuidités au moins un jour sur deux, le soir, 14 sur 28. Donc ça va être pratique et intéressant de pouvoir positionner notamment des potages pour le soir. Rappelez-vous, les minimums, ça ne veut pas dire que on ne peut pas en mettre plus, bien au contraire, il n'y a aucun souci là-dessus. Une fois qu'on a atteint, enfin qu'on a respecté les minimums et les maximums, après on complète avec le reste selon nos souhaits. Donc à cette étape-là, le point important, c'est de bien veiller à l'équilibre global du repas. Donc aussi bien du repas, mais également de la journée de repas. Donc on va s'assurer que dans chaque repas, on ait un fruit ou un légume cru, un fruit ou un légume cuit, et au moins un féculent par repas. Et c'est à cette étape-là qu'on va s'assurer de ce respect-là, de l'équilibre global du repas. Et donc, on finit avec la dernière étape, qui va être de placer tout ce qui est fromage et produits laitiers. Toujours pareil, en commençant par les fréquences minimales obligatoires. Sachant qu'ici, il n'y a pas de maximum, donc on place au moins les minimums. Et tout ce qui est à compléter, ensuite on le remplace selon nos désirs par ce qu'on veut. En se rappelant tout de même que sur la personne âgée, pour compenser les problèmes d'ostéoporose ou d'ostéopénie, on va vouloir favoriser des apports en calcium qui soient importants. Donc on va privilégier les fromages plutôt riches en calcium dans nos plans alimentaires. Alors sans en mettre avec excès, mais quand on va vouloir compléter des jours où on n'a pas de produits laitiers, une fois qu'on a placé tous nos minimums, on va privilégier les fromages riches en calcium et les laitages riches en calcium. Juste, il faut faire attention à l'association par contre des fromages et des produits laitiers, même si on va avoir des apports en calcium qui sont riches, on va éviter de faire une association entre un dessert lacté et un fromage très riche en calcium. Donc voilà le tableau général, on l'a détaillé, je vous l'ai découpé en tranches pour toutes nos étapes. Voilà le tableau général. Ce tableau, vous le retrouvez dans le fichier Excel qui s'appelle Plan alimentaire dans le deuxième onglet. Le premier onglet vous sert à faire le plan alimentaire. Le deuxième onglet, c'est pour vérifier les fréquences et pouvoir s'auto-corriger. Donc, ce que j'attends de vous, c'est que vous fassiez ce plan alimentaire-là. Donc, je répète, 4 semaines de menu, 7 jours sur 7, midi et soir. Donc, on travaille sur 28 déjeuners, 28 dîners. Donc, c'est un travail qui est relativement long. Donc, je vous laisse la fin de ce cours et également vous aurez le temps d'y travailler sur le cours prochain. Donc, au prochain cours, on fera une partie sur les menus, mais vous pourrez également finaliser votre plan alimentaire. Donc, j'attends de vous la chose suivante, du coup, de faire ce plan alimentaire. Donc, une fois que ce plan alimentaire sera fait, le 14 décembre, donc lundi prochain, à la fin du cours sur les menus, je voudrais que vous m'envoyiez vos plans alimentaires. Donc, laissez bien le format Excel tel qu'il est là, que je puisse y avoir accès en format Excel. Ne mettez pas ça sous forme de PDF. Donc, à la sortie du cours le 14 décembre, lundi prochain,
je voudrais que tout le monde me renvoie les plans alimentaires puisque ils seront intégrés à la notation du prochain partiel qui sera en janvier. Ça, c'est le premier travail. Et le deuxième travail, là par contre, ça sera pour vendredi, dernier délai pour que je puisse préparer ça ce week-end. Pour vendredi soir, dernier délai, je voudrais que vous m'envoyiez la liste de toutes les questions que vous avez depuis qu'on fait des cours en visio. Donc que ce soit des questions sur la gestion, sur la nutrition, la qualité, peu importe. Je voudrais que tous ceux qui ont des questions, vous me fassiez un petit mail qui reprenne toutes les questions que vous vous posez, les choses qui n'auraient pas été claires via ce système de visio là. L'idée, c'est que le week-end prochain, je puisse collecter toutes ces données et que pour le cours qui aura lieu le 16 décembre, en fait, ce cours, ça ne sera pas vraiment un cours à proprement parler, ça sera plus une foire aux questions et la réponse aux questions que vous m'aurez posées par mail. Donc il est évident que si vous n'avez pas de questions, il n'y aura pas de cours. Sinon, j'attends toutes vos questions et j'essaierai d'être le plus clair possible pour mettre en lumière des choses, des points qui n'auraient pas été clairs lors des cours visio et des questions que j'aurais peut-être pas eu au fur et à mesure des cours. Là, il faut profiter de ce moment-là pour lister toutes les choses que vous n'avez pas compris et qui méritent des précisions supplémentaires. Donc ça, alors premier travail, le plan alimentaire qui est à renvoyer le 14 décembre au soir. Et deuxième travail, envoyez vos questions pour vendredi, dernier délai, pour que je puisse vous y répondre sur le cours du 16 décembre. Je vous souhaite bon courage pour ce plan alimentaire, travaillez bien, et donc on se retrouve lundi prochain donc le 14, pour la partie sur les menus en lien avec ce plan alimentaire, et ensuite le 16 décembre pour répondre aux questions que vous m'aurez fait parvenir d'ici vendredi. Je vous remercie, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à lundi prochain.